La variole du singe, qu'est-ce que c'est selon vous? De quoi s'agit-il? Le sujet fait actuellement la une des médias. Vous en avez sûrement entendu parler dans les nouvelles d'informations qui vous parviennent ou peut-être l'avez-vous découvert dans votre flux d'actualité. 10 personnes en sont mortes dans le monde entier. Faudrait-il s'en inquiéter? Que sait-on de cette maladie détectée pour la première fois chez l'homme en 1970 en Afrique centrale, mais désormais signalée dans 78 pays avec plus de 78% de cas en Europe, selon l'Agence sanitaire mondiale de l'Organisation des Nations Unies. Comme pour toute épidémie, la variole du singe alimente des rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Elles annoncent que l'épidémie aurait été programmée et qu'on serait en train de leur refaire le coup de la pandémie. Ces rumeurs représentent un défi pour les journalistes qui doivent démêler le vrai du faux, combattre la désinformation et informer pleinement sur le sujet. Mais comment peuvent-ils bien remplir cette mission? Comment bien informer vos lecteurs sur la maladie? Comment proposer un article sur la variole du singe à un journal ou à un magazine scientifique? Quel angle de traitement faut-il adopter? Qu'est-ce que les journalistes doivent savoir sur la variole du singe? Nous aborderons ces questions et bien d'autres avec notre invité, M. Fabrice Rousselot, qui est le directeur de la rédaction de The Conversation France, un média indépendant qui fait plus de 40 millions de lecteurs par mois. Un média qui a un modèle de collaboration entre experts et journalistes, un média dont l'objectif est de partager le savoir en faisant entendre la voix des chercheurs dans le débat citoyen. C'est un média d'actualité gratuit, sans paywall et sans publicité. Monsieur Russelot est un fin connaisseur du monde médiatique et il est enseignant à l'école de journalisme de Sciences Po. Il a longtemps été correspondant à New York, à Londres et chef adjoint du service étranger pour Libération, un quotidien au sein duquel il a passé une grande partie de sa carrière avant de devenir responsable du site web et ensuite directeur de la rédaction. Il a écrit dans plusieurs magazines et collaboré à de nombreux médias internationaux. Il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages. Bonjour, Monsieur Rousselot, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, bonjour. Je suis ravi d'être là. Merci, merci de m'avoir invité, vraiment. Ce webinaire auquel vous participez est organisé par le Forum Pamela Award de reportage sur les crises mondiales. C'est un forum du Centre international pour les journalistes CFJ qui est basé à Washington et que nous avons lancé en 5 langues. Il est donc disponible en anglais, en français, en espagnol, en arabe et en portugais. Et nous l'avons lancé justement pour aider les journalistes à mieux couvrir les enjeux auxquels notre monde est confronté, ainsi que les crises et les défis qui le menacent. Donc, nous organisons chaque semaine des activités telles que les webinaires, les formations, les ateliers en ligne autour des thématiques d'importance mondiale. C'est dans ce cadre que nous abordons aujourd'hui le thème de la couverture médiatique de la variole du singe avec, comme vous l'avez entendu tantôt, le directeur de la rédaction de The Conversation France. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Kossi Balao, le directeur de ce forum. Et j'aurai le plaisir de vous accompagner durant les 45 minutes que vont durer cette session. Bonjour à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Monsieur Rousselot, voici ma première question pour vous. Quelle lecture faites-vous de la couverture médiatique de la variole du singe, une maladie qui ne date pas d'aujourd'hui, qui est bien connue depuis les années 70 et 80? Je fais plutôt, pour être honnête, une lecture plutôt positive, avec des réserves, mais en tout cas en termes de couverture médiatique. Et il y a une raison principale pour ça. La raison principale, c'est que je pense que la pandémie de Covid-19 a changé beaucoup de choses, et notamment la façon dont la presse en général essaie de couvrir voilà, ces épidémies, ces virus, tout simplement parce que durant la période du Covid-19, la presse s'est trouvée confrontée à quelque chose d'inédit, de quelque chose d'énorme. Hein. Ça a été vraiment comme un tremblement de terre sur la planète. Et alors que j'étais assez critique de la presse francophone ces 10-20 dernières années, je me suis rendu compte que, eh bien, avec la pandémie, il y a des choses positives qui sont arrivées. C'est-à-dire que
beaucoup de la presse s'est rendu compte que bien, on ne pouvait pas dire tout et n'importe quoi et qu'il fallait vraiment travailler pour essayer de comprendre, hein, puisqu'on ne savait rien, notamment hein, du Covid-19 de ce virus. Euh, et, euh, et donc, il y a eu j'allais dire, un espèce d'épisode où la presse a, voilà, a commencé à travailler plus dur, a commencé à se pencher, a commencé à faire référence à l'expertise. Et comme vous le savez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous, à The Conversation, c'est notre travail, c'est-à-dire qu'on travaille avec les experts. Et donc, je pense que s'il n'y avait pas eu la pandémie, la couverture de la variole du singe aurait été beaucoup plus compliquée et beaucoup plus problématique. Je trouve qu'elle est plutôt positive, on en parlerait, mais j'ai des réserves, vous l'avez dit, parce que il y a peut-être certaines dérives évidemment sur les réseaux sociaux, on voit passer tout ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire le fait, en effet, on nous fait encore un faux virus et c'est reparti. Et puis, il y a aussi ces risques, hein, il faut bien le signaler, de stigmatisation de certaines populations puisque les populations affectées, et notamment parmi les populations affectées, se trouve la population homosexuelle. Et c'est vrai qu'il y a aussi ces risques-là de stigmatisation, il faut faire attention. Vous, est-ce, est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu sur les réserves que vous portez sur cette couverture médiatique? Oui, ce que je veux dire, c'est que la façon, par exemple, dont on travaille, nous, à The Conversation, c'est justement de travailler avec des experts parce que ces sujets sont compliqués. Et donc, quand les sujets sont compliqués, les journalistes sont excellents hein, dans tous les pays, mais souvent, il faut avoir recours à l'expertise pour pouvoir mieux expliquer, pour pouvoir mieux comprendre, pour savoir quels sont les tenants et les aboutissants d'un sujet. Et donc, ce qui s'est passé avec la variole du singe, c'est ce qui se passe aussi souvent dans pour certaines grosses actualités, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites au début sans vérification. C'est-à-dire que voilà, on nous a dit, voilà, c'est un nouveau virus, alors on s'est rendu compte que finalement, c'était pas du tout un nouveau virus, et il faut faire attention, c'est affolant. J'ai vu passer des titres, par exemple, dans la presse française, c'est quels sont les risques pour la population au sens large. Alors, je ne vois pas pourquoi la communauté homosexuelle ne fait pas partie de la population au sens large. Donc, oui, il y a tous ces petits dérapages-là. Alors après, il y a le problème des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est extraordinaire, mais malheureusement, souvent, sur en tout cas une portion des gens sur les réseaux sociaux, eh bien, on y rencontre la désinformation. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de désinformation, il y a beaucoup, notamment ce qu'on appelle les anti-vax, hein, les gens qui sont qui anti-vaccins, etc., et qui sont même fermement anti-vaccins, qui ont repris un peu, j'allais dire, du travail sur les réseaux sociaux, voilà, en assurant que ce virus-là était de nouveau une fabrication, qu'il n'existait pas, que c'était pour nous faire des vaccins. Donc c'est vrai que on a ces réserves, elles existent, hein. Par contre, je trouve qu'encore une fois, dans la presse généraliste, et parce qu'il y a eu le Covid-19 juste avant, il y a eu voilà, on a été assez prudent et on a essayé de comprendre un peu mieux ce qui se passait et de pas de donner trop d'informations alors qu'on en avait très très peu. Et si vous voulez, on peut détailler, hein, parce que, par exemple, dans The Conversation France, nous, on a fait, puisque c'est apparu au mois de mai, hein, les premières informations sur un cas, je crois, en Grande-Bretagne, je pense qu'on n'a fait que 6 ou 7 articles. Et donc, on a beaucoup discuté avec les experts, avec nos experts, hein. On travaille avec des virologues, avec des gens qui sont spécialistes des virus, avec des experts en santé. Et ce qu'on a fait beaucoup au tout début, c'était des questions et des réponses sous forme d'explications, en disant quels sont les éléments qu'on connaît, quels sont les éléments qu'on ne connaît pas, et comment justement il faut rester prudent. Et je pense que c'est par rapport à ces sujets-là, qui sont des sujets compliqués, je pense que les journalistes auraient souvent avantage à poser des questions plutôt qu'à essayer de comprendre, enfin en tout cas de faire, de transmettre le fait qu'ils ont plus ou moins toutes les réponses. Donc il faut rester très très prudent, il faut rester très humble, hein, il faut avoir de l'humilité face à ces sujets parce que c'est des sujets compliqués. Et quand on peut, encore une fois, parler avec des gens qui s'y connaissent, hein, qui connaissent ces sujets-là. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur la variole du singe, hein, comme vous l'avez dit, elle est apparue dans les années 50, je crois, sur des singes dans un laboratoire au Danemark.
les premiers cas humains, c'était dans les années 70. Donc, il y a des gens qui ont travaillé. Et donc, il faut essayer de faire parler les gens qui savent. Et même quand les gens qui savent ne savent pas, eh bien, il faut qu'ils disent qu'ils ne savent pas, tout simplement. Et nous, en tant que journalistes, il faut qu'on apprenne à dire qu'on ne sait pas souvent. Souvent, en tant que journaliste, on prétend qu'on sait beaucoup, mais quand on ne sait pas, il faut savoir le dire également. Pouvez-vous nous dire quelles sont, selon vous, peut-être les bonnes questions que devraient poser les journalistes qui interviewent des experts ou des scientifiques sur le sujet? Alors, nous, ce qu'on fait beaucoup, c'est que quand on travaille avec un expert, ou voilà, et quand on a des discussions assez longues justement sur un peu tous les éléments globaux. Et on fait quelque chose qu'on appelle en anglais des explainers. Et des explainers, c'est vrai, c'est vraiment ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que c'est pour expliquer le sujet. Et donc, on part des principes assez simples, journalistiques. Vous connaissez le principe des 5 W. Là encore, c'est de l'anglais, mais c'est voilà, qui, que, où, quoi, comment. Donc, on essaie d'aborder les questions dans leur ensemble sur voilà, quelle est l'origine potentielle de cette maladie, d'où vient-elle, quels sont ses effets, qu'est-ce qu'on sait sur la maladie à l'instant T. Il ne faut pas oublier, et ça c'est très important parce que c'est aussi quelque chose qui permet de le comprendre, c'est que ces maladies, eh bien, elles évoluent. C'est-à-dire qu'on peut avoir des connaissances au mois de mai, au mois de juin, qui ne seront plus les mêmes au mois de juillet ou au mois d'août. Et donc, il faut avoir ça, encore une fois, il faut être très, très humble et avoir de l'humilité, parce que eh bien, ce qu'on dit quelquefois, faut le dire peut-être au conditionnel. Il ne faut jamais affirmer des choses qu'on ne connaît pas. Et donc, certains éléments, par exemple, comme la propagation de la variole du singe, il y a encore des questions aujourd'hui sur est-ce que dans l'air, on sait que c'est souvent par contact sur la peau, ça peut être des vêtements ou des choses contaminées aussi. Est-ce qu'il y a vraiment une contamination dans l'air? Ce n'est pas encore très clair. Et si on ne le sait pas, eh bien, il faut dire qu'on ne le sait pas. Pour vous, est-ce qu'on a besoin d'être un journaliste scientifique pour mieux couvrir la variole du singe? Je pense que c'est toujours une bonne chose d'être spécialisé sur les domaines. C'est-à-dire que je pense que quand on regarde l'évolution du journalisme depuis 20 ou 30 ans, l'une des difficultés, c'est que justement, on avait des journalistes qui, avec l'Internet, étaient censés s'occuper de tout, faire du copier-coller, tout ça, etc. Et que ça a perdu un peu en valeur. Donc, je pense que c'est très important qu'on soit journaliste scientifique ou journaliste santé, parce qu'on connaît ces sujets-là très bien et que ça permet justement de mieux connaître ce dont on parle. Et moi, j'ajouterais autre chose, c'est que par exemple, à The Conversation, nous, en fait, c'est une obligation. C'est-à-dire que quand on est un média généraliste, mais quand on traite donc, on peut traiter de sujets que ce soit culturel, santé, sciences, on peut traiter de sujets éducation, mais on a des journalistes spécialisés parce que là, c'est très important, notamment dans le dialogue qu'ils ont avec les experts. Si vous parlez à un expert, il faut que vous connaissiez votre sujet. Et donc, on a vraiment, nous, des journalistes spécialisés. Et c'est ce qui fait un peu la différence, justement, par rapport à la qualité du contenu final. Qu'est-ce que les journalistes, selon vous, devraient savoir sur la maladie? Et ce qu'ils devraient savoir, déjà, c'est qu'ils devraient, encore une fois, chercher à savoir ce qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que, et c'est une maladie qu'on ne connaît pas beaucoup. Moi, tout à l'heure, on parlait de l'importance de la pandémie, de la façon justement dont la pandémie a pu un peu changer les habitudes de la presse. Moi, je me souviens très bien que quand on a commencé à travailler avec The Conversation sur le Covid-19, eh bien, on avait tout simplement des sessions de discussion avec des experts, avec des grands virologues, avec des grands immunologistes, mais qui disaient, écoutez, voilà ce qu'on sait et puis voilà ce qu'on ne sait pas. Donc la question, c'est comment on avance, comment on progresse et comment on peut faire en sorte que justement on sache de plus en plus de choses. Donc ce qu'ils doivent savoir, les journalistes, ils doivent savoir le minimum, c'est-à-dire l'historique, c'est-à-dire qu'on doit savoir qu'en effet, c'est pas tout d'un coup un virus qui est sorti de nulle part. On doit savoir comment il est apparu. On doit savoir comment il s'est transmis potentiellement, ou en tout cas à quelle période il s'est transmis de l'animal à l'homme. On doit savoir les éléments de base sur la variole. On doit savoir les éléments de base sur l'éradication de la variole et puis sur les vaccins. Il y a quelque chose on a fait un article, nous, ce matin, sur la variole du singe, qui est très intéressant,
parce que c'est un expert qui nous explique que la variole, évidemment, a été éradiquée, mais qu'on a toujours conservé certains vaccins, que chez les animaux, en plus, elle continue à circuler, et que donc, un de ces anciens vaccins, mais de troisième génération, donc, qu'on avait utilisé contre la variole, pourrait être utile contre la variole du singe. Donc, tous ces éléments, en fait, ça fait partie d'une qualité, j'allais dire, qui doit être une qualité première du journaliste, c'est la curiosité. C'est-à-dire que sur des sujets comme ça, surtout, encore une fois, ne pas prétendre qu'on connaît tout, mais au contraire, se poser les bonnes questions, aller voir les bonnes personnes et essayer de répondre aux interrogations que le grand public a, parce qu'au final, c'est un peu ça aussi qui est important. C'est-à-dire que le journaliste, dans le cas de pandémie ou dans le cas d'apparition de nouveaux virus, eh bien, il sert de médiateur entre les scientifiques et le grand public. Et c'est le travail du journaliste, j'allais dire du devoir, ce qui est un mot un peu fort, mais c'est le travail du journaliste, justement, de mieux expliquer ce qui se passe et pour que le grand public ait des informations fiables. Monsieur Rosselot, puisqu'on n'en sait pas beaucoup et qu'on ignore encore des choses sur cette variole, est-ce que cela voudrait dire que les journalistes sont appelés à communiquer l'incertitude? Alors, oui, je le disais tout à l'heure, si on ne sait pas, il faut savoir dire qu'on ne sait pas. C'est-à-dire qu'il faut savoir donner les éléments dont on est sûr. C'est-à-dire que ça, c'est un élément dont on est sûr, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Par contre, il y a encore des interrogations sur tel ou tel sujet. Et c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on informe. C'est pas la peine. Je veux dire, on n'est pas là dans une espèce de chasse au scoop, etc., de savoir tout d'un coup ce qui se passe ou ce qui ne passe pas. L'idée, au contraire, c'est que face à des éléments qui sont des éléments de santé publique, eh bien, il faut communiquer intelligemment et il faut informer intelligemment. Il faut éviter le sensationnalisme, il faut éviter les titres un peu accrocheurs comme ça, et il faut réfléchir plus profondément, ne pas rester en surface et vraiment essayer de comprendre ce qui se passe. Est-ce qu'on sait finalement pourquoi la circulation de la maladie s'est accrue depuis mai 2022? Alors encore une fois, là, je vous le dis honnêtement, je ne suis pas un expert, mais de ce que j'ai vu et de nos discussions qu'on a avec les experts, on ne sait pas pourquoi tout d'un coup, non, elle s'est accrue. C'est l'un des éléments très intéressants, puisqu'on savait, hein, encore une fois, que cette variole existait. Par contre, clairement, elle ne s'est pas propagée comme ça. Et puis pas en Europe en tout cas. Et donc ça, c'est l'un des éléments d'interrogation, c'est l'un des éléments sur lequel planchent les experts, hein, ils essaient de comprendre. Et nous, il faut juste qu'on soit patient, il faut poser les questions. Peut-être que d'ici une semaine, 2, 3, je ne sais pas, d'ici un mois, je ne sais pas, quelqu'un va, parce qu'il y a des gens qui travaillent sur le sujet, va nous dire, bah, écoutez, voilà, on sait pourquoi désormais, pourquoi ça s'est propagé comme ça, mais c'est compliqué. Regardez un peu la propagation du Covid-19. On a toujours des interrogations, hein. Donc maintenant, ça fait plus de 2 ans. On a encore d'énormes interrogations sur comment s'est propagé ce virus. Il y a eu toutes les théories qu'on a entendues. Moi, les théories, je veux bien les entendre, ça ne me pose pas de problème. Par contre, je ne les communique pas si je n'ai pas de certitude. Donc, ça ne sert à rien de commencer à dire c'est arrivé par-ci, c'est arrivé comme ça, c'est venu d'un laboratoire, c'était fait. Non, il faut des éléments fiables, des faits, hein, pas des élucubrations sur Internet, donc des faits qui soient vérifiés. Et quand on a ces faits-là, eh bien, c'est le rôle des journalistes que de les communiquer. Monsieur Rousselot, vous êtes le directeur de la rédaction de Conversation et il arrive que des journalistes vous envoient des propositions d'articles que vous pouvez valider ou peut-être refuser pour des raisons que vous donnez peut-être à ces journalistes. Si après ce webinaire, par exemple, un journaliste vous envoie une proposition d'article, quel serait pour vous un meilleur angle de traitement? Quel serait l'angle que vous rechercherez? Alors, il y a déjà, c'est compliqué parce que nous, en fait, on ne publie pas d'articles de journalistes. On publie que des articles qui sont signés par les experts. Les journalistes, ils ont un rôle d'éditeur chez nous. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont là pour discuter avec l'expert, pour restructurer les articles quand c'est compliqué, pour savoir quel est le meilleur angle, pour savoir comment on peut voilà, mieux informer le public. Donc en fait, moi, je ne prends pas d'articles de journalistes. Par contre, il y a plein de médias hein, qui sont intéressés par des articles de journalistes. Moi, je trouve qu'il y aurait un très bon article à faire parce que ça a été fait un peu par-ci, par-là, mais pas forcément de façon j'allais dire, structurée et profonde. Il y aurait un très bon article à faire sur tout simplement l'origine de ce virus.
expliquer comment ça s'est passé. J'ai lu partout. J'ai lu, oh bah oui, c'était des singes dans un laboratoire au Danemark, mais c'est pas suffisant. Qu'on nous explique d'où venaient ces singes, pourquoi, dans quelles circonstances c'est apparu. Donc, un article qui ferait la genèse un peu de cette maladie depuis le début, ce serait un article passionnant. De la même façon qu'un article qui potentiellement parlerait de la variole au sens large, vous nous expliquerez un peu, parce qu'on fait ça beaucoup, nous, à The Conversation, on donne du contexte ou alors de l'histoire, et comme ça permet de mieux comprendre ce qui se passe dans le présent. Donc, d'expliquer ce qu'est la variole, d'expliquer comment cette maladie a été quand même dévastatrice. Hein. Je crois, hein, mais il faut vérifier, mais je crois que le virus, le vaccin contre la variole a été l'un des premiers vaccins au monde. Je crois que c'était le premier vaccin au monde. Donc, c'est dire que cette maladie quand même a été traumatisante. Donc, d'arriver à donner ces éléments-là, qui sont des éléments, j'allais dire, de contexte et d'histoire, c'est très important. Donc ça, c'est des articles qui, à mon avis, pourraient trouver leur audience voilà, dans les pays francophones. Et après, l'autre invectif, c'est vraiment de continuer à chercher, c'est-à-dire d'arriver à parler aux bonnes personnes, de continuer à chercher, d'essayer de comprendre, de retracer peut-être justement, vous parliez tout à l'heure d'une espèce de, pas de mystère, mais en tout cas des interrogations sur la propagation, peut-être de regarder c'est quoi ce cas qui est apparu je crois que c'était début mai, hein, en Grande-Bretagne, quelqu'un qui venait du Nigeria, si je me souviens bien. De retracer tout ça, ce serait passionnant. Donc, il y a vraiment beaucoup de travail à faire. La difficulté, et ça, il faut être honnête, c'est que c'est pas du journalisme simple, ça, c'est du journalisme compliqué. C'est de l'investigation, c'est de l'enquête, c'est passer du temps. Et aujourd'hui, ça demande beaucoup de moyens. Et il n'y a pas énormément de médias qui ont toujours les moyens de faire ce genre de journalisme. Mais si on peut le faire, il faut évidemment faire ce genre de journalisme. Nous rappelons participants et participantes qui nous suivent que nous sommes déjà dans la deuxième phase de ce webinaire et que vous avez la possibilité de poser vos questions. Si vous en avez, vous pouvez les poser dans les commentaires sous la vidéo en diffusion dans le groupe privé sur Facebook, ou si vous nous suivez directement via Zoom, vous pouvez soumettre vos questions dans la boîte de chat qui est juste en bas de votre écran. Monsieur Alors, je peux rebondir parce qu'en fait, j'ai vu une question tout à l'heure avant qu'il y ait la coupure. Quelqu'un demandait si on pouvait recommander des médias, voilà, des médias pour lire sur la variole du singe. Moi, j'allais dire, il y a beaucoup de médias qu'on peut recommander. C'est-à-dire que déjà, aller vers les médias aussi qui sont des médias spécialisés, les médias scientifiques, les médias de santé qui généralement donnent ces informations. Il y a beaucoup de médias généralistes, si on parle de la France, des journaux comme Le Monde, des journaux comme Le Figaro, ou même les hebdomadaires font du bon travail. Hein, voilà. Et puis, si vous voulez de l'expertise, je vous recommande évidemment The Conversation. Hein, c'est en français, c'est en anglais, c'est en espagnol. Il y a, je le disais tout à l'heure, il y a à peu près 100 000 chercheurs dans le monde qui travaillent avec nous. Et donc, c'est vrai voilà, on essaie d'avoir un point de vue généraliste, mais aussi avec le plus d'informations possible sur cette maladie. Monsieur Rousselot, si vous permettez, imaginons-nous peut-être dans une salle de conférence, dans une salle de rédaction, et qu'on doit publier notre prochain article sur la variole du singe, et qu'un journaliste vous dise qu'il veut retracer, comme vous venez de le dire, l'origine de cette épidémie, de cette maladie. Quels seraient peut-être les acteurs que vous recommanderiez à ce journaliste d'interviewer, ou des acteurs vers lesquels il trouverait de bonnes réponses? Alors, quand on fait généralement ce genre d'article, hein, c'est-à-dire quand on refait un peu les étapes en arrière et qu'on part vers l'histoire, il faut tout simplement amasser les informations qu'on connaît, c'est-à-dire, comme je vous disais, moi j'ai lu que c'était dans un laboratoire au Danemark. Eh bien, quel était ce laboratoire? Quels les gens qui étaient là? Est-ce que les gens sont toujours vivants ou pas? Est-ce qu'on a des informations à l'époque? Donc, il y a à la fois un travail de recherche, qui est un travail de recherche journalistique par rapport au contenu qu'on connaît, aux articles qui ont peut-être été publiés à l'époque. Et puis, il y a une recherche tout simplement, c'est une enquête, aller voir les gens qui sont au plus près du sujet. La clé, elle est là. Hein. La clé, c'est de connaître, c'est de savoir les gens qui ont travaillé sur cette maladie depuis le début. Et si vous arrivez, puisque elle est apparue, je crois que c'est à la fin des années 50, après, il y a eu, comme on l'a dit, je crois, le premier cas dans les années 70 de contamination vers l'humain. Eh bien, si à chaque fois
on arrive on a ces étapes, on retrace ces étapes, qu'on voit quels sont les acteurs qui étaient lors des différentes étapes, c'est à ces personnes-là qu'il faut parler. Parce que c'est ces personnes-là qui ont les informations, c'est ces personnes-là qui ont aussi l'antériorité, donc qui peuvent donner de la perspective sur tel ou tel sujet. Et évidemment, c'est pas forcément évident, hein, mais c'est ces personnes-là qui deviennent intéressantes. Une question qui nous vient d'un participant, je la lis assez rapidement. Si le Mhm. journaliste fait ses recherches auprès des experts et rédige un article que lui-même signe, ce n'est pas un bon article pour vous? Non, parce que nous, alors c'est à la fois j'allais dire, c'est les limites, mais c'est aussi les exigences de The Conversation qui font notre succès. C'est que quand The Conversation a été fondé en 2011, c'est un journaliste britannique, Andrew Jaspan, qui est très connu, mais qui à l'époque travaillait en Australie. Et sa réflexion a été très simple. Sa réflexion a été de dire, souvent en tant que journaliste, on va avoir des experts, on parle pendant 1 heure ou 2 heures avec les experts, et puis on cite 3 ou 4 phrases dans un article. Et en fait, c'est frustrant parce qu'on a appris plein de choses, mais on n'arrive pas à tout mettre dans l'article parce que c'est compliqué, parce qu'il faut structurer l'article, parce que, etc., etc. Et donc, il s'est dit, en fait, pourquoi on ne fait pas les choses à l'envers? Pourquoi est-ce qu'en fait, on ne demande pas aux experts d'écrire des articles en les aidant, parce que c'est ce que c'est ce que fait des conversations. Nous, on a des ateliers d'écriture avec les experts, on les aide, on les accompagne. Souvent, on leur dit, écoutez, ça, c'est trop compliqué, il faut le refaire, il faut le réécrire, il faut recommencer. Mais par contre, l'idée, c'est de dire, voilà, c'est l'expert qui signe et le journaliste n'est là que pour éditer l'article. Donc, c'est vrai que moi, je reçois pas de contribution de journalistes. Par contre, je reçois énormément de contributions d'experts qui veulent écrire pour The Conversation partout dans le monde, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, on a un réseau international et qu'on publie en plusieurs langues. Donc, on a cette particularité de faire du journalisme avec de l'expertise et de mêler les deux. Par contre, les journalistes en tant que tels ne signent pas The Conversation, non. Mais ils animent plein de choses, comme j'anime ce webinaire-là. Beaucoup de nos journalistes scientifiques et notamment spécialistes en santé sont allés animer des tables rondes et des gros événements justement sur la pandémie, sur le Covid. Et c'est cette collaboration unique, d'une certaine manière, entre le journaliste et l'expert qui fait l'intérêt de Conversation et surtout, on l'espère, qui permet d'avoir une information de qualité au quotidien, puisqu'on publie dans chaque édition, il y a 9 éditions de Conversation, mais on publie tous à peu près, j'allais dire, entre 10 et 15 articles par jour. Donc, si vous multipliez ça par 9 ou 10, ça fait à peu près 150 articles par jour d'expertise sur tout un tas de sujets. Ça peut être l'Afghanistan, comme ça peut être le Covid-19 ou la variole du singe, ou encore l'éducation. Voilà. Donc, c'est l'originalité de notre modèle. Donc, ce sont en effet les experts qui signent les articles. Une question que j'aimerais également vous poser, c'est pourquoi les épidémies alimentent-elles toujours les rumeurs et des théories de complot? Mais parce que les épidémies alimentent les rumeurs depuis le début, enfin depuis très longtemps. Moi, je dis toujours les fake news, la désinformation, ça a toujours existé. Ce qui a changé, c'est les moyens de propagation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la désinformation, elle va très très vite. Donc c'est pour ça que ça a changé. Mais les épidémies, pourquoi? Parce que les épidémies, ça fait peur. En fait, tout ce qui fait peur donne matière à la désinformation. C'est-à-dire que l'épidémie, elle fait peur parce que tout simplement, regardez ce qui s'est passé avec le Covid. C'est quelque chose qui arrive de nulle part, du jour au lendemain, ça a changé toute la planète. Et ça a fait peur à tout le monde. Regardez les gens qui ont changé d'habitude. En France, il y a des gens qui ont changé, qui ont quitté Paris, qui veulent plus revenir à Paris, qui veulent plus travailler de la même façon, qui veulent profiter mieux de la vie, qui refusent les choses environnementales, qui regardent de façon différente la façon dont on traite l'environnement et le réchauffement climatique parce qu'ils estiment que les pandémies vont être de plus en plus nombreuses parce que justement, il y a ce réchauffement climatique. Donc, quand on a peur de quelque chose, et j'allais dire, il n'y a presque rien qui fait plus peur qu'une épidémie, quand on regarde notamment l'histoire, regardez la peste, le choléra, ça a nourri énormément de littérature, ça a nourri énormément de choses. Eh bien, quand on a peur, évidemment, c'est ce qui nourrit cette désinformation, et c'est beaucoup plus facile de faire peur aux gens que d'essayer de les conforter et de leur donner encore une fois des informations fiables. Après, la bonne nouvelle sur la désinformation, notamment par rapport au Covid ou même à la variole du singe, c'est que
même si ça se propage très vite, hein. On dit toujours que la désinformation se propage sur Internet 6 fois plus vite que l'information elle-même. Elle touche toujours voilà, des secteurs voilà, qui sont des secteurs plus restreints, et heureusement. Néanmoins, c'est vrai que quelquefois, je crois que hier, j'étais sur Twitter, j'ai lu mais des choses de folie, quoi. J'ai lu des choses qui n'avaient aucun fondement sur la variole du singe, toujours sur le Covid. Des gens qui écrivent n'importe quoi et qui trouvent écho, voilà, ils n'ont pas besoin de faire plus que ça se relaie, ça se relaie. Après, encore une fois, nous, on reste sur une ligne qui est très simple, hein. Nous, on est sur des faits, on est sur les informations. Si ce n'est pas des faits, si ce n'est pas de l'information, si ce n'est pas de la recherche, on ne publie pas dans The Conversation. Une autre question du même participant. Un journaliste qui choisit comme oncle la mauvaise gestion de la pandémie par les États, fait-il un travail journalistique, selon vous? Alors, c'est une excellente question, parce que c'est la façon dont la question est posée qui pose problème. C'est que la vraie question, c'est quelle est la gestion des États de cette maladie? Si on commence à dire quelle est la mauvaise gestion des États, ça veut dire qu'on a déjà une opinion. Et si on a une opinion, clairement, l'article va être biaisé. Moi, je ne sais pas, au jour d'aujourd'hui, est-ce que je peux dire si, en France, par exemple, prenons l'exemple de la France, ce que je connais le mieux, est-ce que je peux dire aujourd'hui que l'épidémie, alors surtout la variole du singe, par exemple, a été mal gérée? Je ne sais pas. Par contre, si on regarde, par exemple, le Covid-19, c'est sûr que le Covid-19, l'intérêt, c'est qu'on a, on a 2 ans de perspective, et donc on sait qu'à un certain moment, il y a des erreurs qui ont été commises, il y a la communication qui a été mal faite, il y a des éléments qui n'ont pas été donnés. Donc ça, on peut le faire. Par contre, aujourd'hui, sur la variole du singe, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de voir en effet, par exemple, je pensais à ça hier, vous voyez, est-ce que quelque part, il n'y a pas une comparaison à faire sur la gestion du Covid au tout début et celle de la variole du singe? Est-ce que c'est similaire? Est-ce que c'est pas? Peut-être que la comparaison n'est pas bonne, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est intéressant. Donc, surtout, quand on se pose les questions, il faut se poser les questions de façon neutre. Si on commence à dire, est-ce que je vais faire une enquête sur la mauvaise gestion des états de la variole du singe, c'est légèrement biaisé. Puis surtout, s'il n'y a pas d'éléments pour le confirmer, vous ne pouvez pas faire votre enquête. Par contre, si vous voulez faire une enquête sur la gestion, comment ça a été fait, est-ce que ça a été bien fait, est-ce que ça a été mal fait, peut-être qu'on aura des surprises, peut-être qu'on trouvera que certains éléments ont été bien faits, d'autres beaucoup moins. Mais en tout cas, c'est la bonne démarche journalistique. Une question que je lis sur Facebook dans les commentaires, est-ce que les journalistes qui couvrent cette épidémie doivent forcément aller sur le terrain? Alors, aller sur le terrain, ça dépend. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, parce que sur le terrain, là, on peut rencontrer des patients, ça c'est sûr. C'est toujours intéressant de rencontrer des patients, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont malades. Si vous rencontrez des gens qui sont malades, qui vous décrivent notamment les symptômes, donc ça, c'est des éléments d'information. Par contre, si on revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure, qui était la question de savoir si on fait un article, par exemple, sur l'historique, qu'on s'intéresse à ce laboratoire au Danemark, peut-être que c'est intéressant d'aller en effet au Danemark, parce c'est là qu'il y aura les sources, d'aller au laboratoire, de voir les gens qui y travaillent, si les gens qui y travaillaient à l'époque, encore une fois, sont toujours là, si on a laissé des dossiers, enfin, etc., etc. Donc, moi, je dis toujours aux journalistes, hein, aux jeunes journalistes, il faut toujours aller sur le terrain. Enfin, quand c'est utile, mais c'est généralement 90% du temps, c'est utile. C'est-à-dire qu'il faut aller à la rencontre, c'est à la fois le terrain et c'est les gens. C'est-à-dire que le plus mauvais article journalistique, c'est celui qui est écrit sans avoir parlé à personne et sans avoir rien vu. Parce que si vous n'avez parlé à personne et que vous n'avez rien vu, à moins que vous connaissiez tout sur tous les sujets, ça veut dire que vous recopiez tout simplement tout ce qui se passe autour de vous, que vous recopiez tout ce que vous voyez sur Internet, et donc c'est un mauvais article. Donc le point de départ d'un travail journalistique, c'est parler aux gens, aux gens qui sont les acteurs, qui sont concernés, qui connaissent, c'est aller sur le terrain, c'est rencontrer sur le terrain, voir tout simplement le cadre, mais aussi rencontrer les acteurs une nouvelle fois. Donc ça, c'est la base d'une certaine manière. Après, quelquefois, on n'a pas forcément les moyens de faire ça. Donc, au minimum, appelez les gens au téléphone et avoir des informations à donner dans votre article à travers des informations que vous avez récoltées par téléphone. La question de la journaliste Judith. J'aimerais savoir comment avoir les ressources nécessaires pour faire un reportage
vu que certaines personnes refusent de nous donner les informations qu'il faut. Alors, comment avoir les... J'ai pas compris le début de la question. Le début, c'est comment avoir les ressources nécessaires, les informations nécessaires pour réaliser un reportage lorsqu'on se confronte à des personnes qui font de la rétention d'informations, qui Ah, refusent alors ouais, de parler. il y a différentes choses. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure du temps qu'on passe à faire des reportages. Et c'est vrai que moi, souvent, je dis toujours que j'ai de la chance parce que quand j'ai commencé à faire du reportage, notamment pour Libération, et j'en ai fait beaucoup hein, de reportages à la fin des années 80 et tout ça pendant jusqu'à la fin, au milieu des années 2000 pratiquement. Euh, eh bien, on avait à la fois les moyens financiers de faire du reportage, parce que c'est important quand vous allez dans un endroit, si vous restez une demi-journée, vous ne faites pas le même travail que si vous restez une semaine. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, quand il y a des gens qui font de la rétention d'informations, eh bien, si on se rend compte que justement, on n'arrive pas à avoir les informations, ben, il faut persister, il faut continuer. C'est-à-dire qu'il faut aller avoir une autre personne et une autre personne et une autre personne. Je pourrais vous donner des centaines d'exemples de reportages que j'ai réalisés où il y avait énormément de rétention d'informations, où les gens bloquaient, etc. Eh bien, c'est à force d'insister, de persister, d'aller voir d'autres personnes que finalement on arrive à trouver l'information. Mais c'est vrai que le problème, c'est que ça coûte de l'argent, que ça prend du temps et que souvent, malheureusement, aujourd'hui, les médias n'ont pas les moyens de financer ce genre d'enquête, par exemple. Et ça, c'est vrai que c'est dommageable. Nous sommes bientôt vers la fin de cette session. Oui. Nous l'avons dit au début, prévu pour 45 minutes. Pour résumer tout ce qu'on vient de dire, je vois une autre question qui arrive, la question du journaliste Aklesou. Est-ce que l'invité peut nous expliquer comment s'y prendre pour interviewer les malades dans un centre de prise en charge de la pandémie? Alors déjà, si vous voulez interviewer les malades dans un centre pris en charge de la pandémie, il faut d'abord avoir l'autorisation de ce centre, ça c'est sûr. C'est-à-dire que faut éviter de faire des choses voilà, qui sont pas des choses légales, etc. Il faut toujours les autorisations. Après, il y a aussi ce que fait beaucoup la presse française, il y a aussi des gens voilà, qui sont malades, mais qui en sortent, qui ne sont pas forcément dans des centres, et qui, quand ils sont sortis du centre, par exemple, peuvent expliquer longuement et largement ce qu'ils ont connu, quels ont été leurs symptômes, comment ils ont souffert. Moi, j'ai découvert, hein, je vous disais tout à l'heure que les connaissances évoluent un peu au gré des mois et des semaines, mais j'ai découvert il y a je crois que la semaine dernière, qu'en fait, certains des symptômes de la variole du singe étaient très, très douloureux, ce que je ne savais pas et ce que je n'avais pas lu auparavant. Donc, on peut aussi aller voir des gens qui ont eu la maladie et qui vous expliquent par quelle phase ils sont passés. Et c'est toujours important, encore une fois, d'être précis, d'arriver à dire, voilà, expliquer telle ou telle personne a eu cette maladie pendant combien de temps, parce que l'un des éléments aussi de la variole du singe, c'est que ça dure plusieurs semaines, quelquefois ça dure 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, ça peut durer plus longtemps. Donc tous ces éléments-là sont importants. Donc si c'est dans un centre, obtenez une autorisation du centre et allez voir. Sinon, essayez de voir les gens qui sortent du centre. Et les gens qui sortent du centre, à mon avis, auront plus de temps à vous consacrer et ce sera plus intéressant parce qu'ils auront aussi leur propre réflexion par rapport à la maladie. Que diriez-vous, Monsieur Rousselot, c'est ma dernière question, à un journaliste qui voudrait, après ce webinaire, encore une fois, écrire sur le sujet? Je vous ai dit tout à l'heure, je pense que pour écrire sur le sujet, il faut déjà beaucoup lire ce qu'on voit. Et en tant que directeur de journal, hein, ce que j'ai été il n'y a pas si longtemps avec Libération, souvent des journalistes nous amenaient des pigistes, hein, nous amenaient des textes ou des reportages ou des enquêtes. Et c'est simplement parce que, et quelquefois on les prenait, mais c'était basé sur la qualité, sur justement sur le fait qu'on n'avait pas lu ailleurs. Donc, ça sert à rien d'écrire un article qui est en fait une espèce de somme de tout ce que vous avez lu quelque part. C'est pas très intéressant. Par contre, allez chercher les choses qu'on n'a pas lues. Et donc, par définition, si vous voulez écrire des choses qu'on n'a pas lues, il faut lire déjà tout ce qu'on a, tout ce que vous voyez, et vous dire, OK, là, il y a une manque. Donc, je disais tout à l'heure, un article historique, ce serait super intéressant. Il y a clairement une interrogation sur la propagation. Donc ça, c'est un article qui serait très intéressant. Il y a clairement une interrogation sur aussi, alors la propagation, là je parlais du cas précis au mois de mai, mais il y a aussi une interrogation sur comment, dans les années 70, il y a eu le premier cas humain. Donc tous ces articles-là, parce qu'on ne les a pas lus, ils sont intéressants. À partir du moment où vous proposez quelque chose qui est inédit et qui n'a pas été lu et qui n'a pas été proposé, vous avez beaucoup de chances qu'il soit accepté comme article.
Merci beaucoup, Monsieur Rosselo, d'avoir partagé Merci ce à vous. moment avec nous et d'avoir offert des conseils aux journalistes qui s'intéressent à cette thématique. Il y a eu ce souci de connexion et d'Internet et de coupure d'électricité qui a fait que j'avais disparu un moment. Mais finalement, on a pu terminer jusqu'à la fin. Merci Tout à fait. surtout pour votre disponibilité. Vous disiez que vous êtes en congé, mais vous avez accepté partager ce moment avec nous. Ça fait vraiment plaisir et nous espérons pouvoir vous réinviter pour notre session peut-être en 2023 ou en fin d'année pour discuter Ce encore sera avec plaisir. de ce Ce sera métier qui avec vous plaisir. passionne tant. On Merci se beaucoup. dit Merci à vous. au C'est très revoir important. Merci. Au et revoir. bonne fin de Merci. journée. Au revoir.